Mesdames et messieurs, chers élèves ingénieurs, membres de l'ADENSA, bonjour. J'espère que ce cinquième numéro de parcours de l'agronome vous trouve bien portant. Je suis Madi Natal, élève ingénieur de la 41e promotion de l'ENSA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir notre honorable ancien de la 20e promotion, M. Mamadou Nyokan, spécialisé en économie et sociologie rurale. Monsieur Nyokan, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Merci Madina. Bonjour à tous. Moi, c'est, comme vous l'avez dit, c'est Mamadou Nyokan, ingénieur agronome spécialisé en économie rurale et de la 20e promotion. Actuellement, j'occupe le poste de représentant pays donc, au Sénégal de GESCOT. GESCOT, c'est une organisation internationale française et qui accompagne des partenariats de coopération décentralisée. Monsieur Nyokan, veuillez nous parler un peu de votre cursus scolaire. Alors, moi je pense que je peux dire qu'après mon bac série S2 du lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque, je n'ai qu'un seul diplôme. Un seul diplôme, c'est le diplôme de l'ENSA. Donc tout le reste, c'est des certificats. Et un diplôme universitaire au niveau de l'université d'Alexandrie, l'université Senghor d'Alexandrie. Donc ça, c'est un diplôme universitaire avec une formation accélérée de 2 mois. Donc je peux dire que c'est mon diplôme principal, c'est vraiment le diplôme d'ingénieur de l'ENSA. D'habitude, je ne me présente pas comme agroéconomiste, je dis juste ingénieur agronome. Pour moi, la spécialisation, elle est importante, mais pratiquement tous les sortants de l'ENSA ont pratiquement les mêmes connaissances. Donc la spécialisation ne dit pas beaucoup. Donc je préfère dire ingénieur agronome. Vous êtes donc un pur produit de l'ENSA. Que pouvez-vous nous dire sur le climat social et pédagogique de l'ENSA en votre temps? Alors là, c'est beaucoup de choses à dire. Donc d'abord du côté pédagogique, c'était vraiment intéressant donc, à tous les niveaux. Et déjà je dis que j'ai été président en commission pédagogique. J'ai toujours eu vraiment l'amour de faire partie de ceux qui servent donc l'amicale des élèves ingénieurs. Parce qu'en deuxième année déjà, j'étais, je pense première année même, première année, deuxième année, j'étais responsable de la salle informatique. En ce moment, il n'y avait pas, je ne sais plus maintenant si maintenant il y a une salle informatique, mais avant il y avait des machines touch. Voilà, c'est vraiment des anciens ordinateurs et je gérais la salle informatique, donc ça inclut donc l'imprimante, pour les étudiants qui voulaient faire des impressions, des photocopies, même pour la connexion internet. Donc je détenais la file et aussi le fil et la clé de la salle informatique. Ensuite, en troisième année, j'ai été président de commission pédagogique avec les Aline Badarafal, les Samba Nyobenka, donc Sidi Gaïdiaou, Moussa Ndiaye. Donc c'était vraiment intéressant et côté pédagogie de manière générale, bon, je peux dire que pratiquement c'est la même chose qu'aujourd'hui. C'est juste qu'avant il y avait moins d'élèves, ingénieurs. Nous dans notre promotion on était une dizaine, je pense on était 9, ensuite 10. 9 en première année, 10 après en deuxième année parce qu'il y avait une Rwandaise qui nous avait rejoint, Noëlla. Voilà, je pense qu'il n'y a que cette différence, mais vraiment côté pédagogique, je pense que c'est la même chose, quoi. Et sauf peut-être on était trop demandeurs, on était quand même beaucoup demandeurs parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquaient au niveau des comme produits, au niveau des laboratoires, au niveau de la bibliothèque, mais tout ça, donc l'administration avait fait beaucoup d'efforts pour que les étudiants soient à l'aise dans la pédagogie. Et maintenant côté social aussi c'est vraiment beaucoup d'activités. Moi j'étais pratiquant de taekwondo. D'ailleurs même il y a beaucoup de gens qui m'assimilent, qui me disaient, qui n'arrêtaient pas à me taquiner en disant que toi tu es venu pour faire le taekwondo ou bien l'agronomie. Tellement je m'entraînais matin et soir et on était les premiers à avoir la ceinture noire à l'ENSA. Donc il y avait les Tandian Diao, beaucoup d'étudiants, mais finalement
Il y a Serine Sidi Gaïdio qui était le premier à avoir sa ceinture noire. Ensuite, moi, je faisais partie des suivants, Amadou Ndiaye et moi. C'était notre promotion aussi. Ensuite, il y a eu aussi d'autres ceintures noires. Hein. En fait, c'est pour dire que moi mes journées étaient rythmées vraiment du sport. Si je ne suis pas en classe, je suis vraiment dans le sport ou bien devant le thé. Donc j'étais aussi un grand amateur de thé jusqu'à présent. Donc dans ma chambre, j'accueillais beaucoup de monde, que ce soit dans ma promotion ou bien des autres promotions. Ou bien sinon aussi, je fréquentais beaucoup aussi Kër Goumak. Il y avait des anciens qui m'ont précédé, donc comme les Momar Sow, les Tanya Diaw, qui s'étaient constitués en un petit groupe qu'ils appelaient Kër Goumak. Et moi, je faisais partie du Kër Goumak, donc j'étais leur cadet, le cadet du Kër Goumak. Et là-bas, la plupart du temps, c'est moi qui faisais le thé. Voilà, donc c'était vraiment... Donc on ne se stressait pas, on était tout le temps occupés. Tout le temps, moi en tout cas, personnellement, je ne m'ennuyais pas à l'ENSA. Soit je suis dans le sport, bon, il y a des choses aussi que je ne vais pas dire ici. Je faisais aussi des sorties à Thiès. Même si bon, les choses ont beaucoup changé. Ouais, voilà, on faisait aussi un peu de vadrouillage. Voilà, c'était vraiment des moments importants, quoi. En tout cas, en gros, on ne s'ennuyait pas. Donc, côté social, c'était vraiment intéressant, quoi. Voilà. Effectivement, on peut déjà imaginer le climat social de l'époque. En plus, d'après ce que vous avez dit, vous pratiquiez vraiment un esprit sain dans un corps sain. Franchement, on peut très bien l'imaginer. Quel est le fait qui vous a le plus marqué à l'ENSA? À l'ENSA, ça, je ne sais pas quoi dire, mais y a eu chaque jour était une nouvelle journée intéressante. Voilà, moi, tous les jours étaient vraiment des choses marquantes. Mais la chose qui m'a beaucoup plus marqué, je pense que c'était quand je faisais la 4e année. Avec le décès de Momodou Sarr. Momodou Sarr, c'était la promotion des Momodou Tandja Diaw, les Alexandre. Il était sorti, juste après sa sortie, il avait commencé à travailler et il n'a pas fait beaucoup de mois et on nous a annoncé son décès. Et Momodou Sarr, on était très proches. Donc on était pratiquement dans le même couloir et tout le temps on se taquinait. Il fait partie de ceux qui m'ont initié aussi dans le taekwondo. Et je l'appréciais beaucoup, franchement, et ça c'est vraiment une chose qui m'a beaucoup plus marqué. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont marqué à l'ENSA et il y a des choses que je ne dirais pas ici. Il y a, surtout dans notre promotion, on était vraiment très très terribles. Donc ceux qui nous connaissaient savaient que c'était une promotion quand même assez spéciale, quoi. Donc on était quand même très soudés tout le temps. Il y a l'autre chose aussi qui m'a marqué, c'est beaucoup de choses qui m'ont marqué. Parfois on faisait tout pour reporter un examen, juste parce que ça nous plaisait de reporter. Soit nous, on avait par exemple une compétition de taekwondo à faire, ou bien juste parfois des trucs vraiment très légers, quoi. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, ou bien voilà. Parfois, ce n'est même pas justifié. Et parfois, il y avait aussi même je me rappelle, il y avait un Congolais, comment il s'appelait encore, Christian, je pense, si vous voulez son nom. Et lui, il se disait non, ça n'est trop, vous, tout le temps, vous voulez reporter des examens comme ça, juste pour des compétitions ou bien d'autres choses. Voilà, ça c'est pas justifié. Voilà, c'est des choses aussi qui nous... Et là, nous, on se plaisait vraiment à le faire, quoi. Et parfois même, on avait des problèmes avec le DE, directeur des études, donc Abdoulaye Dramé, que je salue. Donc c'était, en étant président du comité pédagogique, on était très proches, et même si parfois on ne s'entendait pas. Donc c'était vraiment des choses qui étaient quand même aussi un peu importantes, quoi. Voilà. Eh bien, malgré cet esprit un peu bradouilleur, nous retenons que vous étiez une promotion vraiment solidaire. Je pense que c'est ça l'esprit ENSA, c'est l'essentiel. Donc, quel est un événement inoubliable dans votre carrière d'agronome? Un événement inoubliable, je pense que c'est ce que je disais, c'est un événement oubliable, c'est vraiment le décès de Momodou Sarr, quoi. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Sinon, je veux dire que tous les jours,
était inoubliable. Même notre stage, par exemple, en première année, c'est beaucoup de choses à raconter. Et si je commence à le raconter ici, je pense qu'on on va passer toute la journée, quoi. Voilà, donc tous les jours étaient vraiment inoubliables. Tous les jours. Donc, que ce soit côté social, côté pédagogie. C'était vraiment intéressant. Même les relations avec l'administration, nous on se démarquait, quoi. Franchement, on se démarquait. Et même aussi pour les interpromos, le football et tout ça. Moi, j'avoue que je n'étais pas un grand joueur de football. Mais quand même, les interpromos, tu voyais un peu de tout. Quelqu'un qui ne joue pas bien au foot et qui est là dans le terrain en train de courir. C'était des choses vraiment, parfois. Mais c'était des événements intéressants, voilà, et qui nous donnaient aussi vraiment de la passion chaque jour à rester dans l'école, quoi. D'accord. C'est très intéressant. En dehors de tout cela, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel, des différents métiers que vous avez eu à exercer, de votre carrière en gros. Alors, moi, je pense que juste après ma sortie de l'ENSA, je n'étais pas prêt à affronter déjà. J'avoue que j'avais des possibilités de m'insérer, mais j'avais un projet déjà en tête, un projet qui me tenait à cœur, c'était d'ouvrir ma salle de taekwondo. Voilà. Ça, c'est l'agronomie. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'agronomie. Et je me disais que je vais prendre au moins 2 mois. C'est bizarre que je le dise, mais c'était ça en fait. Et j'ai invité mon ami Serine Sidi Gaïdiaw, c'était mon voisin. Et je l'ai invité à Thiaroye, à Dakar, chez moi. Et il m'a appuyé donc à faire toutes les démarches pour ouvrir, parce que j'avais eu déjà tous mes diplômes pour ouvrir, donc diplôme d'animateur fédéral, diplôme d'instructeur fédéral, pour ouvrir ma salle de taekwondo. Et j'avais aussi et je l'ai réussi. J'ai réussi à ouvrir la salle à Thiaroye. Et voilà. Et 3 mois après, et là j'ai décidé vraiment d'affronter le terrain. Je n'étais vraiment pas sous pression. Donc j'avais quand même déposé, mes dossiers dans quelques structures et on m'a appelé un bon jour. Et là je me suis dit, là je vais donc laisser le taekwondo. Et je l'ai laissé avec mon petit frère. Donc il continue lui aussi, on l'avait formé, tout ça. Il n'était pas ceinture noire, mais il pouvait quand même continuer à tenir la salle, quoi. Donc la salle déjà me rapportait de l'argent. Je pouvais avec ça donc vivre avec ça, rien que ça. Donc ça c'est déjà important. Ensuite, lorsqu'on m'a appelé, mon premier poste c'était un poste d'ingénieur génie rural, alors que j'ai fait économie rurale. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que les spécialisations, si tu sors de l'ENSA, la spécialisation c'est une passion. Mais si tu sors, oublie la spécialisation. Tout ce qu'on t'offre comme travail, tu prends. Dis-toi que tu es un ingénieur agronome, donc tu peux tout faire. Voilà, on m'a pris comme ingénieur agronome. Donc c'était avec un bureau d'études, SEMIS, Service de l'énergie à milieu sahélien. Et là, j'étais chargé, donc on était une équipe, donc chaque équipe avait des régions à gérer. Moi je pense qu'on m'avait confié 2 régions, c'était la région de Matam et une partie de la région de Louga. C'était l'étude d'actualisation des ouvrages hydrauliques du Sénégal. Voilà, après ça, j'ai continué toujours avec SEMIS, donc avec aussi un autre contrat. Là c'était quoi encore, j'ai oublié, mais c'est toujours dans le génie rural, quoi. Donc mais carrément avec aucun lien avec l'agronomie. C'était beaucoup plus sur les puits, les forages, donc un peu d'assainissement. Donc il n'y avait aucun lien avec l'agronomie. Donc là après ça m'a un peu embêté et je me suis dit, mais est-ce que moi je ne vais pas faire un master en génie rural, donc au Maroc. Et j'avais même cherché une bourse au Maroc. Je pense que c'était une bourse de l'UEMOA et on me l'avait accordé. Et j'étais préinscrit aussi à l'IAV de Maroc. Mais après, j'ai hésité.
Donc il y a un ancien aussi que j'avais, donc c'est pourquoi c'est bien aussi de choisir son sujet de mémoire de fin d'études. Il y a un ancien que j'avais rencontré à Tambacounda, M. Ousseynou Konaté, donc que j'aime bien vraiment, c'est un ancien extraordinaire. Il a fait PV mais il est extraordinaire. Donc je ne le dis pas assez, mais c'est vraiment un ancien qui m'a beaucoup, il n'était pas mon encadreur, il travaillait à la DRDR, mais il m'avait beaucoup accompagné donc, dans mon mémoire de fin d'études. Après, il m'a appelé un bonjour pour dire que voilà, moi j'accompagne actuellement la Provac. La Provac, c'est une association de producteurs de bananes, donc dans la région de Tambacounda. Il m'a appelé pour que je vienne l'accompagner dans l'accompagnement des producteurs. C'était un poste de chargé, de responsable de qualité et de commercialisation. Voilà. Et j'ai fait 7 mois, mais c'était instructeur et c'était vraiment formateur. Et là, j'ai abandonné vraiment toutes mes activités qui étaient liées au génie rural. Voilà, donc et là j'ai fait 7 mois à la Provac. Ensuite, j'ai fait Prodam. Prodam, c'est le projet de développement agricole de Matam. Donc, pour un contrat, c'était un contrat de quelques mois. Donc, et là, ça m'a permis aussi de mieux connaître donc, les organisations paysannes. Et là, c'est là où le virus a commencé à me piquer. Et là, j'ai abandonné carrément le génie rural. Et ensuite, j'ai quitté Prodam pour aller aussi à Lazareth. Il y a un programme sous-régional qui intervenait dans 4 pays en Afrique, donc Sénégal, Burkina Faso, Niger et Mali. Et là, je travaille avec Ibrahima Sall. Ibrahima Sall aussi, c'est un ancien de l'ENSA qui est extraordinaire. C'était mon superviseur. Moi, j'étais assistant technique chargé de suivi et évaluation. Et ça m'a beaucoup formé. J'ai fait, je pense, 2 ans là-bas. Et c'était formateur. Il y avait de l'agriculture, il y avait un peu de tout. Et c'est la coopération italienne qui l'avait financé. On appelait ça ZARES, zone à risque environnemental et social élevé. Ensuite, après ça, je suis parti en Mauritanie, où j'ai fait 3 ans et demi. Donc, au départ, c'était avec le GRDR. GRDR, c'est une ONG française. Donc, et j'étais coordinateur d'un projet de l'Union européenne qui intervenait uniquement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ensuite, toujours en Mauritanie, je suis parti avec la Fondation Nicolas Hulot, donc en tant que volontaire de solidarité internationale. Donc ça, d'habitude, c'est le Toubab, c'est des postes de Toubab, mais moi, je l'ai vu, j'ai sauté, parce que j'avais aussi vu qu'il y avait des volontaires africains donc au GRDR. Et là, je me suis dit ça, et puis un poste de volontaire est mieux payé qu'un poste salarié. Ah oui. Ouais. Donc en ce moment, je n'avais pas le salaire que... Donc avec le poste, je ne vais pas vous dire le poste, mais je sais que je peux vous dire que c'est plus de 1 200 €. Voilà. Et ça, c'est un poste de débutant, hein, un poste de volontaire. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais c'était beaucoup plus intéressant quand même en termes pécuniaires. Et j'ai fait le volontariat pendant 2 ans et un peu plus. Et j'avais même la possibilité de continuer, de poursuivre mon poste de volontariat, mais après j'étais marié, je voulais revenir au Sénégal, donc je commençais vraiment à durer en Mauritanie. Et je suis revenu en Mauritanie et la Fondation Nicolas Hulot, donc avec qui j'étais en Mauritanie, donc m'a proposé de faire une étude sur les vulnérabilités alimentaires donc en région de Dakar. Et ça, c'était dans le cadre donc, de la coopération entre la région de Dakar et la région Île-de-France en France, donc la région parisienne. J'ai coordonné cette étude et à la suite de cette étude, et avec cette étude, c'est la Fondation Nicolas Hulot, mais je suis retourné au GRDR. C'était une occasion de retourner au GRDR. J'insiste sur le GRDR parce que le GRDR, c'est une ONG qui m'a marqué. Parce que c'est là où j'ai beaucoup plus duré jusqu'à présent. Voilà. Et je suis revenu au GRDR, je suis parti en tant que... Ensuite, après l'étude, on m'a nommé coordinateur prospective alimentaire. Donc j'étais chargé d'accompagner toutes les équipes du GRDR en Afrique. Donc c'est les questions de prospective alimentaire. Ensuite j'ai changé de poste pour être référent. Référent c'est un poste transversal, référent thématique, gouvernance territoriale. Donc ça n'a rien à voir d'agriculture, mais il y a agriculture dedans. Donc voilà, c'est pourquoi je dis que j'ai l'habitude de dire qu'il faut raisonner
très large. Moi, actuellement, je suis plus spécialisé sur les questions de gouvernance. Gouvernance territoriale. C'est pourquoi même actuellement, j'occupe ce poste d'accompagnement des partenariats de coopération décentralisée. Voilà, donc il y a de l'agriculture, mais il y a aussi autre chose. Donc il y a la gestion des déchets, il y a l'assainissement, il y a tout. Voilà, tu es ingénieur, donc tu es capable de raisonner, tu es capable de manager. Dès l'instant que tu as une première expérience, tu peux vraiment gérer tout ce qu'on te confie. C'est pourquoi je dis que l'ENSA, c'est très formateur. Il y a certains qui ne se rendent pas compte, mais si tu sors de l'ENSA, c'est très complet. Tu n'as pas besoin d'autres diplômes. C'est très complet. Tu as tous les outils. Maintenant, le reste, c'est vraiment de développer tes compétences en fonction de tes ambitions et de tes passions. Voilà. Donc, après mon poste de gouverneur territorial comme référent thématique Afrique de l'Ouest, ensuite, le GRDR m'a confié aussi le poste de coordinateur du GRDR en Casamance. Et ça, je l'ai occupé pendant 5 ans, donc à Ziguinchor. Ensuite, je suis revenu à Dakar, toujours avec le GRDR, comme chargé de mission qui accompagne l'élaboration de plans alimentaires territoriaux avec le département de Rufisque. Après ça, je suis parti à la FAO. Donc en fin 2018, et j'ai fait un peu plus de 3 ans à la FAO comme coordinateur national d'un projet d'accompagnement à des filières agricoles. Bon, le projet, on dit que c'est un projet d'accompagnement des femmes rurales, mais c'est femmes et autre chose, quoi, femmes et hommes, quoi, d'une manière générale. Donc, et là, c'était une occasion aussi de retourner à la Provac, donc pour accompagner les producteurs de bananes de la Provac et aussi d'autres producteurs d'arachides, comme avec la fédération Yakarinya-Neouli. Voilà, donc j'ai fait là-bas 3 ans, et c'était 3 ans vraiment très formateurs aussi, parce que la FAO aussi, c'est une autre structure, c'est une grande structure. Donc là où j'ai appris l'administration aussi. Parce qu'avec les ONG, tu apprends un peu l'administration, mais avec la FAO, j'ai beaucoup plus appris l'administration, quoi. Vraiment, même si je n'ai pas fait fonction publique. D'ailleurs, on m'avait recruté en fonction publique en 2013, lorsque j'étais revenu de la Mauritanie. Après hésitation, j'ai décliné. J'ai préféré parce que, voilà, pour des raisons personnelles, donc je ne pouvais pas donc m'engager dans ce poste, quoi. Donc voilà, ça c'était une parenthèse. Et après la FAO, donc FAO après 3 ans et un peu plus de 3 ans, donc j'ai postulé pour JASCOT, donc là où je suis actuellement. Donc parce que ça aussi c'est des questions qui m'interpellent, qui me passionnent aussi, les questions de coopération territoriale d'une manière générale. Donc la gouvernance territoriale, la coopération territoriale, la coopération décentralisée. Donc coopération décentralisée, c'est la coopération entre une collectivité territoriale sénégalaise et une autre collectivité territoriale étrangère. Donc moi ce que j'accompagne, c'est les collectivités territoriales donc françaises et sénégalaises. Donc ils définissent ensemble des projets, on les accompagne à formuler des projets, à monter des projets et à suivre leurs projets, à faire du reporting. Voilà, parce que les collectivités territoriales aussi n'ont pas beaucoup de personnel, ils ont besoin donc des organisations comme GESCOT. GESCOT, c'est Grand Est Solidarité et de Coopération pour le Développement. Donc c'est une association de droit français. Voilà, et voilà. En gros, c'est ça, je ne suis pas entré dans les détails, mais c'est ça un peu mon parcours professionnel. Un parcours très brillant, c'est le mot. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres mots pour décrire ce parcours-là. Et de manière très ramassée, on peut retenir que vous n'avez pas arrêté votre vocation. Déjà, vous avez réussi à réaliser votre rêve en ouvrant votre salle de taekwondo. Et malgré que vous avez fait un cursus d'ingénieur agronome, c'est très inspirant et encourageant pour les jeunes qui hésitent à se lancer dans ce qu'ils veulent vraiment. Et également, on peut également retenir qu'en sortant de l'ENSA, on est avant tout un ingénieur. Ce qui fait qu'on ne doit pas trop se focaliser sur ces histoires de spécialisation. Et aussi, étant économiste, on a souvent ce préjugé que, par exemple, un économiste ne peut pas faire un travail de génie rural. C'est ce que je pensais moi-même, mais vous nous avez montré que non. Que vraiment, un ingénieur peut faire tout. Et c'est ça même la définition d'un ingénieur. Et vous avez un peu parlé de vos différents travaux à la GRDR, à la FAO, mais surtout à la Fondation Nicolas Hulot.
Ah, ça me donne envie d'être volontaire vu que ça fait bien. Et dans tout ça, de nos jours, on remarque qu'il y a un réel problème d'insertion professionnelle. Peut-être que ce n'est pas aussi facile pour les jeunes de trouver du travail comme par rapport à votre époque. Maintenant, quelle est votre analyse, votre point de vue par rapport à cette situation-là? Ouais, j'avoue que même nous, à notre époque, moi j'avais, bon, notre promotion, beaucoup de gens, notre promotion, on avait trouvé facilement du travail. Mais même avant, même en ce moment, il y avait des difficultés, hein. Donc, je pense que ça dépend aussi de la personne. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aussi que si tu es à l'ENSA ou même ailleurs, donc si tu es en train d'étudier, il faut aussi cultiver en même temps tes compétences. Donc, les compétences ne sont pas que techniques, il y a aussi des compétences sociales. Les compétences sociales aussi à cultiver. Et donc, je veux dire par là, donc par exemple, s'engager aussi dans le mouvement associatif, dans l'amicale des élèves ingénieurs. Donc tout ça c'est formateur, donc tu cultives tes compétences en communication, tu cultives tes compétences donc, en comment servir les autres, comment résoudre des problèmes, surtout ça, résoudre des problèmes. Donc il y a des problèmes qui sont là, il faut vraiment utiliser ton ingénierie pour les gérer. Donc tout ça c'est des choses vraiment, et aussi des compétences en anglais aussi. Moi par exemple pour mon cas, j'ai beaucoup utilisé l'anglais dans ma carrière. Donc en Mauritanie, avec la Fondation Nicolas Hulot, on avait beaucoup de projets, avec beaucoup de bailleurs où par exemple j'étais obligé de faire des rapports en anglais, de parler l'anglais couramment, et j'étais même inscrit au Nouakchott English Center, donc c'est un peu comme British Council au Sénégal. Et même à l'ENSA, nous, on était inscrits au British Council. Hein. On avait notre petit club d'anglais, on n'était pas nombreux, avec les Ndiapaligay, les Moussa Ndiaye. Il y avait d'autres, hein, mais on n'était pas nombreux, je pense. On a été à peu près 5 ou 6 comme ça. Et on s'était inscrits au British Council. À ce moment, c'était à l'ISM de Thiès. Donc, et ça nous a beaucoup... Donc, c'est vrai qu'à l'ENSA, on a des cours d'anglais, mais ce n'est pas suffisant. Oui. Alors que, par exemple, au British Council, il y avait... On t'apprend aussi à communiquer oralement, donc en anglais. Et ça, d'une manière générale, je pense que c'est ça qui nous manque aussi dans le système éducatif au Sénégal. Donc on apprend beaucoup de grammaire, beaucoup de... Voilà, alors que ce n'est pas le plus important en anglais, par exemple. Donc en anglais, c'est dans les langues, l'apprentissage des langues. Le plus important, c'est vraiment comment communiquer d'une manière efficace, comment rédiger, c'est important et tout ça, mais comment communiquer vraiment oralement aussi, c'est important. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup servi aussi à la FAO, hein, parce qu'à la FAO aussi, c'est une organisation des Nations Unies, donc on a besoin des gens qui parlent bien l'anglais, surtout que le projet que je coordonnais, c'était financé par un guichet de la Banque mondiale, et j'étais obligé tout le temps de communiquer donc sur Teams, avec la Banque mondiale et en anglais, ceux qui sont aux États-Unis. Donc c'est en anglais. Donc là, moi c'était, j'aimais bien l'anglais même depuis le collège, le lycée. Et à l'ENSA, je me suis beaucoup investi dans l'anglais aussi. Donc à part le sport, je m'investis aussi beaucoup dans l'anglais et ça m'a beaucoup servi. Et jusqu'à présent, ça me sert encore. Voilà, donc... voilà, donc je disais que tout dépend vraiment aussi de l'étudiant, quoi. Donc il faut beaucoup développer tes compétences en communication, en anglais, et beaucoup lire. Moi, je lis beaucoup. Hein. Jusqu'à présent, je continue de lire, donc que ce soit dans le domaine agronomique, que ce soit sur le développement personnel, dans les domaines qui me passionnent. Et plus tu lis, plus tu acquiers des connaissances et tu développes des compétences. Voilà, et ces compétences, tu vas les utiliser. Et l'autre chose aussi, une autre compétence aussi à développer, c'est l'informatique. Donc les nouvelles technologies d'une manière générale. Donc l'informatique aussi, c'est très important. Moi, jusqu'à présent, je continue à me former et je ne laisse pas tout aux jeunes, quoi. Voilà. Dès que je vois qu'il y a un outil informatique, par exemple, qui me permet d'être plus productif, donc je m'y investis à fond et j'acquiers aussi d'autres compétences et ça te sert. Donc, lien Excel, par exemple, donc c'est une compétence importante, sans parler d'autres logiciels et même au-delà. Voilà, même le marketing
Voilà, le marketing, comment on appelle ça encore le marketing digital. Donc tout ça, c'est des compétences importantes qui vont tout le temps te servir, quoi. Voilà, donc il faut développer tes compétences et tout ça, mais aussi avoir des compétences sociales. Donc, et ça, tu ne peux le développer qu'en sortant. Tu ne vas pas être seul dans ton coin. C'est bien de bûcher tes cours à l'ENSA et tout ça. Ça, c'est important, mais aussi il faut sortir, il faut aller vers les gens. C'est vrai qu'il y a des personnes introverties, mais il faut aussi vraiment essayer de tout faire pour sortir et aller vers les gens et tisser des relations aussi avec tout le monde. Moi, ça m'a servi beaucoup, le fait d'avoir tissé beaucoup de relations avec certaines personnes, même à l'ENSA. Et dès que tu as besoin, par exemple, de quelque chose, tu les appelles au téléphone. Et là, on traite ton propre parti. Tu dois être entouré. Donc, moi, actuellement, par exemple, en tant que manager, je suis représentant pays. J'ai besoin de mon équipe. Donc, j'ai des équipes un peu partout dans les régions au Sénégal. J'ai besoin de mon équipe pour pouvoir être performant. Je ne peux pas travailler seul et produire tout ce qu'on demande, quoi. Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ne pas seulement se limiter aussi à dire que voilà, je dois forcément être salarié. Moi, si c'était à reprendre aujourd'hui, bon, ça va être bizarre de dire ça, mais si vraiment, avec tout ce que j'ai vu sur le territoire, si c'était à reprendre, j'allais m'investir dans l'entrepreneuriat. Voilà, dans l'entrepreneuriat, en tout cas, que ce soit entrepreneuriat associatif ou bien entrepreneuriat entre guillemets, rentabilité, tout ça. Donc, je veux dire entrepreneuriat associatif, c'est-à-dire entreprendre donc, dans le mouvement associatif. Moi, en Mauritanie, par exemple, j'ai vu des gens qui facilement se regroupent en association et qui, quelques années après, 2 ans, 3 ans après, l'association devient une ONG. Voilà, ils essaient. Et puis, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, des choses qui te passionnent, tu le fais. Donc, tu n'es pas obligé, par exemple, d'être à la fonction publique ou autre. Et l'autre chose aussi, c'est la recherche. La recherche. Moi, je pense qu'en tant qu'ingénieur agronome aussi, on doit cultiver en nous de réels chercheurs, même si tu ne fais pas, parce que moi je considère un chercheur n'est pas seulement celui qui a son PhD ou son doctorat, mais c'est de fait, moi j'écris beaucoup. J'ai fait beaucoup de publications, donc j'ai travaillé avec beaucoup d'universités, comme par exemple l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'université UGB, l'université Cheikh Anta Diop, donc en publiant avec les grands chercheurs, donc mon nom apparaît. Donc on publie de grands articles importants donc, sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et dans d'autres domaines. Voilà. Et même la migration. Hein. Moi, à un moment, j'étais spécialiste de migration. Donc c'était un peu bizarre, mais voilà. Donc pour dire que ce n'est pas limité, on n'a pas de limite. Donc si tu es ingénieur agronome, tu n'as pas de limite. Donc il faut tout faire. Il y a certains cours que tu fais à l'ENSA, tu les négliges, mais après, tu les utilises. Par exemple, je vous raconte juste une anecdote. En Mauritanie, par exemple, avec la Fondation Nicolas Hulot, on avait un projet où c'était le suivi des oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs. Donc là, je me suis rappelé de mes cours de zoologie, donc avec les oiseaux et tout ça. Et ça j'en ai fait presque pendant au moins 14 mois sur un projet. Même les lamantins. Un projet, et je travaille avec les parcs nationaux et tout ça. Et d'ailleurs, ça j'ai oublié de le dire, après la Mauritanie, j'ai fait donc, un diplôme, juste parce que j'étais très intéressé par les questions de gestion des aires protégées. Donc c'est un diplôme universitaire sur la gestion des aires protégées avec l'Université d'Alexandrie. C'est tout simplement parce que j'avais beaucoup de liens avec les parcs nationaux, donc que ce soit les parcs nationaux en Mauritanie ou au Sénégal. Donc j'ai acquis beaucoup de connaissances sur ces questions. Mais bon, maintenant, je ne fais plus de ça. Hein. Mais pour dire que c'est donc tout ce que tu apprends à l'ENSA, ça peut te servir un jour. Donc ne te limite pas, ne te dis pas, moi, c'est ça ou ça. Non. Et voilà. Donc il faut que donc pour moi, l'ENSA, la formation est complète. Donc chaque étudiant va développer ses compétences pour vraiment s'insérer, quoi. Et ne pas hésiter aussi à entreprendre. L'entrepreneuriat est très difficile, donc c'est pas facile, mais il faut, au départ, moi déjà parallèlement à mes activités,
j'entreprends et je connais aussi beaucoup de sortants de l'ENSA qui ont de petites entreprises, donc à côté, voilà, et qui ne te demandent pas de temps, quoi. Voilà, donc tu délègues et puis après, ça peut te rapporter des revenus passifs. Voilà. Effectivement. Alors, chers camarades élèves ingénieurs, vous l'avez entendu, notre supra-ancien nous exhorte à beaucoup travailler notre anglais. Voilà, j'insiste parce que ça me tient à cœur. Et il nous exhorte également à travailler notre développement personnel et tout ce qui se regroupe dans le terme générique de soft skills, si je ne m'abuse. Et également à ne pas se limiter à être salarié ou fonctionnaire. C'est-à-dire dans nos têtes, quand je sors, voilà, je dois rejoindre telle entreprise, je dois aller dans telle organisation, être salarié là-bas. Mais il y a autre chose, vous pouvez également entreprendre, voilà, créer vos propres projets. Tout ça, c'est possible. Et il nous l'a bien montré et bien expliqué. Alors, quel est donc votre conseil aux lycéens qui sont un peu perdus par rapport à leur futur? C'est-à-dire, du moment où on a le bac ou même avant, on se pose des questions. Après, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois suivre? C'est un peu flou dans nos têtes. Quel est le conseil en fait pour choisir la bonne voie? Ouais, conseil aux lycéens, l'ENSA c'est une bonne école. Donc je peux dire même que c'est la meilleure école au Sénégal. Moi je me le permets de le dire à chaque fois ce que je dis. Parce qu'à l'ENSA tu apprends tout. Déjà tu fais 11 mois sur 12. Ouais. Je ne sais pas si c'est le cas jusqu'à présent. Mais en tout cas, nous à notre époque c'était vraiment 11 mois sur 12. Et ça, après tu le fais pendant 5 ans. Ouais. Voilà, et voilà, donc c'est une bonne école où tu apprends tout. Et tu as beaucoup de possibilités après ta sortie. Tout dépend de toi. Voilà, donc ce que je conseille aux lycéens, c'est vraiment de faire le concours de l'ENSA. C'est difficile quand même, c'est un concours très difficile, mais il faut le faire. Il faut le faire et c'est important. Et les conditions sociales sont aussi importantes. Moi d'ailleurs, par exemple, j'avoue qu'au départ, c'est par hasard que je suis venu à l'ENSA, hein, par hasard, ouais, voilà. Donc on m'avait orienté moi j'ai toujours rêvé d'être médecin. Voilà, et j'étais orienté à fac médecine, je pense que c'était même 6e position, hein, j'étais vraiment en bonne position et tout ça. Et même pour le choix, après le bac, moi je mets premier choix médecine, deuxième choix médecine, troisième choix médecine. Voilà, donc ça veut dire que c'était médecine ou rien. Et après, on m'a parlé de l'ENSA et tout ça, je n'ai fait qu'un seul concours, donc c'est le concours de l'ENSA. Donc on m'a parlé de l'ENSA, j'ai fait le concours d'ENSA. Et puis après, un bon jour, j'avais même commencé à faire mes cours en médecine. Hein. J'avais recruté les amis, j'avais rejoint les amis donc à l'ICAD. Et après, on m'a dit que, donc, bon, déjà on avait fait les oraux. Et on attendait juste. Non, il n'y avait pas les résultats encore, je pense. Je ne me souviens plus. Non, j'avais déjà réussi le concours. J'avais déjà réussi le concours, mais j'hésitais. J'hésitais. J'ai commencé mes cours de médecine et tout ça. Après, bon, je suis revenu à l'ENSA pour voir un peu tout ça. J'ai posé des questions à des gens. Et le choix a été orienté par mon oncle. Donc il y a mon oncle qui est au village et qui a une grande expérience aussi sur les questions. Il travaille avec la SAED et tout ça. Il m'a demandé vraiment de faire l'ENSA parce que déjà la fac médecine c'est 8 ans et ce n'est même pas évident. Et puis tu vas galérer dans le côté social alors que l'ENSA c'est une bonne école. Voilà. Il me disait même que si c'est l'INSER, il faut opter pour, il préfère l'INSER que la médecine. Finalement, donc, moi aussi, j'ai posé le pour et le contre. Déjà, j'ai commencé à galérer à l'université. Et là, je me suis dit, voilà, donc là, je vais aller faire l'ENSA, quoi. Et je n'ai pas regretté. Franchement, je n'ai pas regretté. Même si au départ, ce n'était pas mon choix. Mais aujourd'hui, je me dis que vraiment, je suis fier d'être sortant de l'ENSA. Et à chaque fois, je me réclame ingénieur agronome, même si je suis dans des réunions où, par exemple, on ne parle pas d'agriculture. Moi, je me présente comme ingénieur agronome. Voilà. Ah, eh bien,
En tout cas, dans tout cela, je retiens qu'entre l'ENSA et la faculté de médecine, c'est une grande histoire d'amour parce que je l'ai remarqué, beaucoup d'ENSAiens ont soit commencé ou se sont inscrits en faculté de médecine en commençant par moi. Mais bon, disons que l'ENSA a volé notre cœur. Et voilà, alors, chers lycéens, vous l'avez entendu, notre super ancien vous invite à rejoindre l'ENSA. C'est une très bonne école et une école très complète comme il l'a dit. Voilà. Et je pense qu'aucun ENSAien ne regrette et n'a jamais regretté d'appartenir à cette famille ENSAienne-là. Et donc, revenons à l'ENSA. Quel est le conseil que vous voulez donner aux jeunes élèves ingénieurs actuellement quant à leur spécialisation? J'ai un peu une idée parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, la spécialisation, c'est juste une passion, vu qu'à la sortie, tout ce qu'un GR peut faire, un économiste peut le faire, tout ce qu'un PA peut faire, un PV peut le faire. Mais quel est votre conseil en fait allant dans ce sens quant au choix de la spécialisation? Pour la spécialisation, je pense que chacun doit suivre sa passion. Donc, moi, en tout cas, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité donc, à choisir économie rurale. Voilà, donc il faut suivre ta passion. Il faut pas. Il y a aussi des gens qui sont indécis, hein, qui à chaque fois il faut qu'ils posent des questions à tout le monde, donc à toute l'Afrique avant de choisir. Voilà, ça dépend des personnes. Mais moi, franchement, j'ai pas hésité. Donc même si je considère que, comme tu l'as dit d'ailleurs, donc que la spécialisation, bon, c'est important, mais pour moi, dès que tu sors, tu es ingénieur. Tu es ingénieur agronome. Voilà, que tu sois spécialisé en économie rurale, en production végétale, en production... Peut-être aussi, moi, ce qui me distingue aussi, c'est des autres aussi, peut-être que de certains qui, par exemple, ont opté pour la recherche. Il y a ceux qui optent pour la... Mais même pour la recherche, hein, moi, je considère que tu peux faire économie et faire après un doctorat. Hein. Voilà, donc il faut vraiment suivre ta passion, quoi. Il faut voir si ton cœur te dirige vers la production animale, il faut le faire. Si c'est production végétale, il faut le faire. Si c'est génie rural. Donc moi, je considère toutes les spécialisations comme très bonnes. Donc l'ENSA, en tout cas, est une bonne école. Donc toutes les spécialisations sont bonnes, quoi. En tout cas, moi, je n'ai pas regretté en tout cas d'avoir choisi l'économie rurale. Et je dis aussi que même les autres qui ont opté pour le génie rural ou autres ont aussi leurs raisons. Et ils sont très bien. Moi, j'ai croisé même des cadets qui sont très bien en génie rural et qui, parfois, moi, je demandais beaucoup de conseils, beaucoup de leurs conseils voilà, sur les questions de génie rural, tout ça, et qui sont... Voilà, donc il faut vraiment suivre ta passion et quand tu sors, oublie. Quand tu sors sur le marché du travail, voilà, oublie. Tu dis carrément que je suis ingénieur agronome, donc tout ce qu'on me confie, qu'un ingénieur agronome peut le faire, moi je peux le faire. Voilà. Alors, à vous entendre parler et en entendant aussi d'autres anciens parler, cela nous conforte encore un peu plus, voilà, dans notre choix d'avoir fait l'ENSA et aussi dans notre fierté d'appartenir à la famille ENSAienne. C'est vraiment un plaisir et je pense que les élèves ingénieurs l'ont compris. Le plus important, ce n'est pas la spécialisation à la sortie. Le plus important, c'est d'être fonctionnel, d'être opérationnel et que peu importe l'opportunité qui s'offre à vous, que vous puissiez saisir cette opportunité-là. Maintenant, on a parlé des lycéens, on a parlé des élèves ingénieurs. Maintenant, on doit parler des jeunes de manière générale. Un message ouvert que vous voulez adresser aux jeunes, peu importe ce que c'est. Aux jeunes, moi je considère toujours comme jeune, hein, moi aussi. Voilà, même si j'ai un peu plus de 40 ans. Ça ne se voit même pas. Ouais, en tout cas, voilà. Donc la notion de jeune aussi, un peu... En fait, les gens ont voulu le cadrer. Tu vois, chacun a sa façon de définir les jeunes. Voilà. Mais d'une manière générale, les jeunes, on dit que c'est ceux qui sont entre 20 ans et 35 ans. Voilà. Ou bien même parfois, certains disent 15 ans, 35 ans. Voilà. Mais peu importe. L'essentiel est que jeune et que tu es capable vraiment de faire ce que les jeunes peuvent faire. Et message aux jeunes, c'est d'avoir des initiatives. Donc avoir un objectif de vie. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas être là à errer. Donc il faut vraiment, moi par exemple, j'ai un objectif que je n'ai pas encore atteint, mais je suis sur le chemin. Parce que j'ai mis en place des choses qui me permettent d'aboutir à mon objectif. Je ne vais pas vous dire mon objectif, mais dans les prochaines années, dans les prochains mois, vous le saurez. Déjà, je suis en train d'écrire un livre.
Ça fait partie des choses qui vont me mener à mon objectif. Voilà, donc il faut déjà avoir un objectif de vie, un objectif de carrière. L'autre chose, ce que je veux dire aux jeunes aussi, c'est avoir, au-delà des compétences, même si tu as des compétences techniques, hein, il faut aussi avoir de bonnes attitudes. Donc, l'éthique, donc le moral, donc avoir de bonnes attitudes. Donc, ça aussi, c'est à cultiver. Même avec toutes les connaissances du monde, si tu n'as pas de bonnes attitudes, voilà, tu n'iras nulle part. Et être humble, ça, et apprendre durant toute ta vie. Moi, jusqu'à présent, j'apprends, je continue à apprendre et j'apprendrai jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, donc il faut tout le temps cultiver en toi l'amour de l'apprentissage. Donc apprendre. Donc apprendre tout ce qui peut te mener à ton objectif. Donc il faut le faire. Et mettre en place de bonnes habitudes aussi. Donc si tu mets en place de bonnes habitudes, bon, si je dis bonnes habitudes, moi personnellement, je continue à faire le sport. Ça, c'est une bonne habitude. Donc voilà, chacun a ses bonnes habitudes, donc avoir de bonnes routines matinales, des routines vraiment qui te permettent d'atteindre tes objectifs. Voilà, donc c'est un message général, hein, aux jeunes, donc il faut et aussi avoir des ambitions. Donc si tu n'as pas d'ambition aussi, tu n'iras nulle part. Voilà, donc chacun a ses objectifs. Donc tout dépendra de ce que tu veux faire. Chacun a ses objectifs. Moi, en tout cas, je suis sur le chemin d'atteindre mes objectifs et je ne les ai pas encore atteints, même si je ne suis pas loin d'atteindre mes objectifs. Voilà, donc chacun a ses objectifs. Il faut vraiment avant tout définir tes objectifs et puis si tu veux être entrepreneur ou bien tu veux être salarié ou bien tu veux... Voilà, il faut vraiment avoir un objectif clair et précis. Alors, avant de continuer, je vous souhaite d'atteindre vos objectifs. Merci. Et veuillez me garder, s'il vous plaît, un exemplaire de votre livre. Je me ferai un plaisir d'être une lectrice bêta. Ok, promis. D'accord. Et pour résumer les conseils vraiment aux jeunes, il s'agit vraiment d'être humble, l'humilité avant tout, d'avoir de l'éthique, de bonnes manières, une bonne attitude, de bonnes habitudes, comme il l'a dit, à chacun ses bonnes habitudes, une routine matinale, faire du sport, ce que j'aimerais bien faire, que je n'ai pas encore commencé à faire. Et voilà, tout ça, j'espère que le message est vraiment passé pour tous les jeunes, enseignants, lycéens, les jeunes de manière générale. Ce sont des conseils très importants et qui peuvent servir maintenant et dans le futur également. Alors, l'émission tire à sa fin. Et pour terminer sur une note de légèreté, une petite touche de fun, j'aimerais que vous me racontiez une petite anecdote drôle, que ce soit à l'ENSA ou en dehors de l'ENSA. Petite anecdote drôle qui vous plaît. Voilà. C'est Madina, à l'ENSA, il y a tellement d'anecdotes à raconter. Mais je vais essayer d'en raconter au moins, peut-être, une chose qui m'a marqué et que je continue toujours à chaque fois que ça me revient dans la tête, je rigole, quoi. Une fois, il y avait une coupure d'électricité. Donc moi, j'avais l'habitude d'accueillir de faire du thé dans ma chambre et beaucoup de gens qui venaient. Il y a une personne du nom de Sekou Bari. On n'était pas dans la même promotion, c'est un Malien. Je pense que je le devançais de 2 promotions, je pense. C'était la 22e, je pense. Et il est venu dans ma chambre, il y avait coupure d'électricité. Il a fait le thé. Et à côté, il y avait des couscous en riz, à base de riz, couscous à base de riz. D'habitude au Sénégal, nous, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est du couscous à base de mil ou bien autre. Voilà, couscous à base de riz. Donc, qu'on m'avait donné lorsque j'étais en vacances au Fouta. Et il y avait aussi du sucre à côté. Lui, il avait son téléphone et tout ça, il pouvait voir, voilà, et tout est blanc. Tout est blanc. Voilà, donc vous imaginez donc la suite. Et là, le thé était déjà prêt à être sucré. Il a pris le couscous, il a regardé, il a pris le couscous, et puis il dit, ah, il y a deux sachets de sucre là. Il a pris le couscous et c'est une journée. Donc voilà, donc là, il met le couscous, il voit en quelques secondes, la terre se remplit. Voilà, et c'était sec.
c'était, voilà, c'est parce que des secs. Et là, il a fait comme ça, rien n'est sorti. Il dit, mais tchou les gars, ça c'est quoi? Après, il y a un nom qu'il avait l'habitude d'utiliser pour m'approcher. Je ne vais pas vous le dire. Après, il me dit, attends, viens, regarde. Il parlait poulard, quoi. Il me dit, mais moi, j'ai mis du sucre et là, rien ne sort. Ça, c'est quoi? C'est quel sucre, ça? Et là, ça m'a fait rire, quoi. Voilà. Et ça, c'est une histoire que j'ai retenue et je ne l'ai jamais oubliée, quoi. Ouais, même si ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ces nouvelles, c'est cool. Mais c'était un bon ami, quoi. Voilà, donc ça fait partie des choses, mais il y a d'autres choses aussi beaucoup plus voilà, mais que je ne vais pas raconter ici. Eh bien, on va s'en tenir à cela alors. Ah, c'est cool, c'est vous qui avez mis d'une jaune sur du thé. Ah, c'est grave ça, hein? Alors, je pense que voilà, l'émission va s'arrêter là. Non, si vous avez des mots de la fin à dire, voilà, des mots d'au revoir. Voilà, vos derniers mots. Donc, je vous remercie tout d'abord, je vous remercie beaucoup. Donc, Momodou Sow, le président, Junior, donc qui m'a mis en contact avec Momodou Sow, Junior Badji. Ouais. Et vous tous en Madina, donc Maïmouna, Abdoulaye. Donc, vous m'avez bien accueilli. Et c'était un plaisir aussi de revenir à l'ENSA. C'est vrai que je suis venu une pierre deux coups, donc pour en même temps la rencontre donc avec la DENSA, mais aussi en même temps faire l'interview. Et vous encourager aussi en tant qu'élève ingénieur donc à aller de l'avant, à faire tout ce dont vous pouvez faire pour développer vos compétences. Donc, vous êtes en train d'acquérir des compétences techniques, mais il faut vraiment tout faire pour acquérir aussi des compétences sociales, donc mieux les améliorer et lire beaucoup. Donc, lire beaucoup, ça te permet, donc c'est juste, même si c'est 30 minutes par jour, hein, 30 minutes par jour. Moi, jusqu'à présent, je prends à chaque fois, dans un moment de la journée, je prends 30 minutes au moins. Il y a par exemple un livre de 390 pages. Tu dis par exemple chaque jour je lis 30 minutes. Mais même si c'est en une année ou bien en quelques mois, et plus tu lis, plus tu développes tes compétences même de lecture. Et facilement tu lis beaucoup de choses. Voilà, et il faut beaucoup lire, il faut développer vos compétences, il faut voilà, et je vous encourage vraiment à ne pas. Et en sortant de l'ENSA, et ne pas mettre en avant au départ donc, les questions pécuniaires, quoi. Donc il faut d'abord mettre en avant les compétences. Les compétences. Si tu acquiers beaucoup de compétences, tu n'as pas besoin de te vendre. Les gens vont venir te chercher et t'employer. Voilà. Donc ce sont mes mots de fin et vous encourager et vous remercier. Alors, mesdames et messieurs, voilà, c'est ainsi que se termine notre 5e numéro de parcours de l'agronome. J'espère que vous avez beaucoup appris et que ce fut très enrichissant. Beaucoup de conseils furent donnés par notre très cher, honorable, ancien monsieur Mamadou Nyokan. Et voilà, rendez-vous dans notre prochain numéro de parcours de l'agronome. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci.